On va dans cette partie s'intéresser à un changement de base remarquable, largement utilisé dans les études que nous ferons dans le cours de qualité de vol et qui permet notamment de décrire le comportement dynamique, donc en régime transitoire d'un avion. Ce changement de base remarquable va nous conduire dans une base que l'on appelle la base modale. On rappelle tout d'abord ici, pour un système décrit par une équation d'état et une équation d'observation, les formules de changement de base qui permettent d'établir une expression de la matrice d'état d'entrée, de sortie et de transfert direct dans la nouvelle base. Ces matrices sont respectivement notées A tilde, B tilde, C tilde et D tilde, et par le changement de base x égale P fois zeta, eh bien zeta désigne en fait le vecteur d'état dans la nouvelle base. Donc il est important de rappeler qu'il n'y a pas de sens physique immédiat à zeta, puisque zeta pourrait s'écrire comme une combinaison linéaire de variables physiques qui sont hétérogènes. On va donc s'intéresser ici à un changement de base remarquable, c'est celui pour lequel la matrice de passage est constituée des vecteurs propres associés aux valeurs propres de A. Dans un souci de simplicité, on va considérer que les valeurs propres, sont distinctes et que la matrice A est diagonalisable. Alors, le fait que la matrice A tilde soit diagonale présente un intérêt remarquable en ce sens où cette forme du système, en tout cas ce modèle du système décrit dans cette base modale, eh bien, va faire apparaître de manière explicite les modes propres du système. Les modes propres, hein, rappelez-vous, eh bien, ce sont des modes du premier ou du deuxième ordre qui sont eh bien, associés à des pôles du premier ou à des pôles réels, pardon, ou à des pôles complexes conjugués. On a donc réécrit ici de façon détaillée les équations d'état et d'observation qui seraient obtenues après ce changement de base. Et la matrice d'état A est représentée et elle est explicitement diagonale. De fait, elle fait apparaître sur sa diagonale les valeurs propres lambda i. Notez que les bêta j sont les coefficients de la matrice B tilde, qui a pour expression l'inverse de P fois B. Les gamma ij sont les coefficients de la matrice de sortie, C tilde, qui a pour expression C fois P. Et les delta ij sont les coefficients de la matrice D tilde, laquelle est égale à la matrice de transfert direct D. Elle est inchangée suite au changement de base. L'intérêt de cette nouvelle représentation, c'est qu'il est extrêmement facile d'intégrer les équations d'état, puisqu'elles sont toutes découplées entre elles. Ainsi, si l'on détaille ces écritures, on va observer que zeta 1 point s'écrit simplement lambda 1 zeta 1 plus bêta 1 1 fois U1 plus bêta 1 2 fois U2, etc. plus bêta 1 M fois UM. De même, zeta 2 point, va s'écrire lambda 2 zeta 2 plus bêta 2 1 U plus bêta 2 2 U2, etc. Et donc, ces équations sont toutes découplées, entre elles. Et ça, c'est bien sûr particulièrement intéressant si l'on veut les intégrer. Cette figure traduit les équations du système dans la base modale dans le cas particulier d'un système mono-entrée, mono-sortie. Ce choix a été fait de manière à établir une représentation simple de ces équations. Dans le même souci, la matrice D a été choisie identiquement nulle. Les solutions de ces équations, zeta 1, zeta 2 à zeta n, sont données pour des conditions initiales zeta 1 de t0 à zeta n de t0,
pour ici un système soumis à M entrée de commande, U1 à UM. Le terme de droite dans le second membre montre une nouvelle fois un produit de convolution. Après avoir intégré les équations d'état dans la base modale, on peut revenir dans la base originelle en se souvenant que x est égal à P, la matrice de passage dans la base modale, fois le vecteur d'état zeta, qui est le vecteur d'état dans la base modale. Pour une nouvelle fois simplifier les écritures, on a choisi ici des commandes U1 à UM toutes nulles. Ainsi, on observe juste le régime libre. Concernant la matrice de passage P, si l'on note PIJ, ses coefficients, eh bien on montre que les solutions dépendent explicitement des modes, exponentielle lambda t, exponentielle lambda jt, etc., exponentielle lambda nt. Ces modes, vous le savez, sont du premier ordre pour les lambda i réels, et ils sont du second ordre pour les lambda j et lambda j conjugués complexes. De ce fait, les expressions des variables d'état en fonction du temps résultent de la somme pondérée des modes, du premier et du second ordre. Et les pondérations qui apparaissent dans ces sommes ne sont autres que les coefficients de la matrice de passage. Donc si l'on fait le bilan, eh bien, les valeurs propres, elles caractérisent les modes. Selon qu'elles sont réelles ou complexes conjuguées, les modes sont du premier ou du deuxième ordre. Elles définissent également la stabilité qui dépend du signe de la partie réelle de ces valeurs propres. Les valeurs propres conditionnent également la rapidité, laquelle dépend de la position de l'image des valeurs propres relativement à l'axe imaginaire. Plus elles sont éloignées par la gauche de l'axe imaginaire, plus le mode correspondant est rapide. Les valeurs propres qui conditionnent également l'amortissement des modes. Dans le cas où elles sont complexes conjuguées, c'est grosso modo le rapport de la partie réelle à la partie imaginaire qui va permettre d'estimer cet amortissement. En effet, ce rapport, il représente la tangente de l'angle psi. Alors, ce n'est pas tout à fait le facteur amortissement. Ce que l'on sait, c'est que le sinus de psi est effectivement égal au facteur amortissement. Mais cela peut en donner une idée. Et en particulier, lorsque l'angle psi est petit. Le sinus est proche de la tangente. Maintenant, si on considère le poids de chaque mode sur les variables d'état, eh bien, celui-ci est directement défini par les coefficients de la matrice de passage. Par exemple, la première colonne de P détermine le poids du mode défini par lambda 1 sur x1, x2 à xn. Plus précisément, les coefficients P et J de la matrice de passage peuvent être réels ou complexes conjugués. Le poids d'un mode sur une variable d'état est donc en fait caractérisé par le module du coefficient PJ. Quant à son argument, dans le cas où lambda j est une valeur propre complexe, il donne le déphasage du mode correspondant par rapport à celui d'une variable pour laquelle le coefficient du vecteur propre est réel positif et correspond à une phase à l'origine nulle. C'est un peu compliqué et donc nous reverrons plus en détail sur un exemple. On va maintenant illustrer ces notions sur deux exemples. Celui de la voiture, qui a déjà été entrevu, et celui d'un avion de transport, un Boeing 747, étudié autour de son axe de roulis et de lacets. On reprend ici l'exemple de la voiture, déjà vu, et pour lequel on a augmenté le vecteur d'état pour y faire figurer la vitesse et la position. Les valeurs propres de la matrice d'état sont 0 et moins 2f fois VE divisé par m, où f est un coefficient de frottement, de traînée plus précisément, m la masse du véhicule, et VE sa vitesse à l'équilibre.
On observe que les valeurs propres sont réelles et l'une d'entre elles est nulle. Le système n'est donc pas asymptotiquement stable. Mais ici, cela traduit simplement le fait qu'une impulsion de commande sur la pédale d'accélérateur va faire avancer la voiture, qui ne reviendra pas dans sa position initiale. Et heureusement. Le fait que le système ne soit pas asymptotiquement stable n'est pas ici un problème. En s'inspirant de la slide précédente, on peut décrire en régime libre, c'est-à-dire en l'absence d'action sur l'accélérateur et en réponse aux seules conditions initiales, le mouvement de la voiture. La vitesse v et la position z s'écrivent toutes deux comme des combinaisons linéaires des modes propres, qui sont donc exponentielle 0t et exponentielle moins 2f fois ve divisé par m fois t. Les poids afférents à chacun des modes sont définis par les coordonnées des vecteurs propres notés ici v1 et v2. Et c'est mis en évidence par l'utilisation des couleurs ici rouge et bleu. Alors vous observez que le mode en exponentielle 0t n'est pas distribué sur la vitesse. Car s'il l'était, soumise à ces seules conditions initiales, la voiture roulerait toujours. En fait, la valeur propre 0 traduit l'effet intégral qui permet d'exprimer la position à partir de la vitesse. Et c'est la raison pour laquelle on ne le retrouve que sur z de t. Les évolutions de la vitesse et de la position sont toutes deux en exponentielle moins 2f ve divisé par m fois t. Enfin, on peut calculer le vecteur zeta de 0 simplement, le vecteur des conditions initiales dans la base modale, à partir du vecteur d'état x de 0 dans la base originelle, si l'on admet dans ce problème que la vitesse initiale et la position initiale sont données. Et cela, eh bien, on peut le faire au moyen de l'inverse de la matrice de passage. Les chronogrammes de la planche 18 montrent les évolutions de la vitesse et de la position en fonction du temps. Toutes deux mettent en évidence le mode du premier ordre, donc le mode en exponentielle moins 2fve sur m fois t, alors que la valeur propre nulle, elle, est manifestée par le fait que la position ne revient pas à sa valeur initiale. Sur la figure de droite, on a représenté dans ce que l'on appelle le plan de phase la trajectoire d'état avec en abscisse la vitesse, en ordonnée la position. L'analyse modale, telle qu'on vient de la conduire, revêt un intérêt remarquable lorsque l'on décrit la dynamique d'un avion. L'exemple proposé ici est celui d'un Boeing 747 qui évolue en palier à Mach 0,8 et à 20 000 pieds. Les variables d'état sont l'angle de dérapage, β, les vitesses de lacet et de roulis, respectivement notées R et P, et l'angle de gîte, noté φ. Ces quatre variables suffisent à décrire la dynamique latérale d'un avion, c'est-à-dire les mouvements en régime transitoire de l'appareil autour de ses axes de roulis et de lacet. Les commandes de cet appareil sont les angles de braquage de la gouverne de direction, ΔN, et les ailerons, ΔL. C'est un système du quatrième ordre, donc la matrice d'état a 4 lignes et 4 colonnes, qui est commandée par deux actionneurs, et par conséquent, la matrice de commande a 4 lignes et 2 colonnes. On a donné le modèle linéarisé autour de l'équilibre, soit Mach 0,8 20 000 pieds, et donc on dispose des expressions numériques des matrices. De ces matrices, on peut déduire, par exemple avec MATLAB, eh bien, les valeurs propres et les vecteurs propres. Et donc, sur le tableau,
Vous voyez que figurent sur la première ligne, et notées en rouge, les valeurs propres de la matrice d'état A. Vous observez qu'il y a une paire de pôles complexes conjugués à partie réelle négative, donc un mode du second ordre qui est stable. Mais vous notez également que le rapport de la partie réelle à la partie imaginaire est très petit. Il vaut approximativement 0,03. Et cela, eh bien, peut nous laisser penser et même nous permettre de prédire que ce mode d'ordre 2 sera très mal amorti. On peut dire que ça va secouer dans l'avion. On note également que son extinction se fera après un temps assez long parce qu'il est en exponentielle de la partie réelle du pôle, donc en exponentielle de moins 0,0329 t. Et que la partie réelle imaginaire du pôle va définir bien, la pulsation à laquelle l'appareil oscille, soit ici 0,94 radians par seconde. Vous observez également la présence de deux valeurs propres réelles, donc de deux modes du premier ordre. Tous deux sont stables, mais l'un, dans le plan complexe, est très à gauche relativement à l'autre, c'est le pôle moins 0,5627, et donc ce pôle va s'éteindre relativement rapidement en un temps qui vaut 3 divisé par 0,5627, c'est-à-dire à peu près 5,3 secondes. Tandis que le mode le plus lent, lui, va s'éteindre en 3 divisé par 0,0073, c'est-à-dire en 410 secondes. Clairement, c'est ce dernier pôle, ou c'est cette dernière valeur propre qui va définir le mode dominant de l'appareil, qui est donc un mode du premier ordre. Alors, les valeurs propres, elles permettent effectivement de dire de manière globale ce qu'il en sera du comportement de l'appareil, donc un mode d'ordre 2 oscillant mal amorti, un mode du premier ordre extrêmement lent, mais ce que l'on ne sait pas, c'est comment chacun de ces modes vient affecter chacune des variables d'état, à savoir le dérapage, la vitesse de lacet, la vitesse de roulis et l'angle de gîte. C'est l'étude des vecteurs propres qui va nous livrer cette information. De fait, dans le tableau, on a également décrit les coordonnées des vecteurs propres et on les a mises sous la forme module argument, l'argument étant ici exprimé en degrés. On retrouve bien pour les valeurs propres complexes conjuguées des coordonnées pour le vecteur propre associé elles-mêmes complexes conjuguées, et pour les valeurs propres réelles, des coordonnées qui sont elles-mêmes réelles. Si l'on considère le vecteur propre ou les deux vecteurs propres associés aux valeurs propres complexes conjuguées, on observe que le mode d'ordre 2 va se manifester essentiellement sur l'angle de gîte et sur la vitesse du roulis. Et cela est dû au fait que les pondérations valent respectivement 0,69 et 0,66. Ça signifie simplement que l'appareil va surtout osciller autour de cet axe de roulis. Vous pouvez quand même noter que les effets de ces modes du second ordre ne sont pas complètement négligeables sur les variables bêta et r, ce qui signifie que l'appareil va également osciller, mais dans une moindre mesure, autour de l'axe de lacet. Pour votre information, ce mode s'appelle le mode de roulis hollandais ou Dutch Roll Mode. C'est le mode que je vous ai montré sur la vidéo précédente, sur le TB20 de Supaéro. Maintenant, si on considère le mode du premier ordre, le mode rapide, qui est associé à la valeur propre moins 0,5627, on observe qu'il se manifeste de manière quasi exclusive autour de l'axe de roulis, soit sur l'angle de gîte et sur la vitesse de roulis. De fait, les pondérations valent respectivement
0,87 et 0,489. Pratiquement, ce mode du premier ordre, on le visualise en observant la vitesse de roulis et en réponse à un braquage des ailerons, à un échelon de braquage sur les ailerons, eh bien on observerait que la vitesse de roulis a l'allure d'un mode du premier ordre, donc ressemble à la charge d'un circuit RC, la charge d'un condensateur, quand on applique aux bandes du circuit un échelon de tension. Alors comme il agit exclusivement sur le mode de l'axe de roulis, eh bien on l'appelle mode de roulis pur, ou roll mode en anglais. Enfin, le mode du premier ordre lent, très lent, vous le voyez, est surtout manifeste sur l'angle de gîte, avec un poids qui vaut 0,999. Alors ce mode, il a un effet qui est presque celui d'un intégrateur pur, puisque on voit que le pôle est très proche de zéro. Pratiquement, eh bien, ça va traduire le fait que lorsque l'avion a les ailes inclinées, elles vont revenir très lentement à l'équilibre, en 410 secondes. Mais souvenez-vous la vidéo où on observait bien, le bout de l'aile d'un avion dans le cours précédent. On observait au contraire un angle de gîte qui tendait à diverger très lentement avec le temps. C'est un autre avion, mais c'est le même mode. Cependant, ce mode, dans le cas de cet avion, était un mode instable. Mais là encore, la divergence lente du mode était traduite par une valeur propre réelle positive, mais très proche de zéro. Alors sur un avion, ce mode, on l'appelle le mode spirale, et en fait, le pilote utilise. Cela lui permet de conserver les ailes inclinées sans avoir à maintenir les ailerons braqués. Les chronogrammes de la planche 20 illustrent les analyses précédentes. Le mode du premier ordre lent est essentiellement présent sur l'angle de gîte et il permet de décrire le retour des ailes à plat en 410 secondes. Le mode d'ordre 2, aussi en mal amorti, compte tenu des échelles, est surtout présent sur l'angle de gîte. Vous observez que l'amplitude crête à crête de l'oscillation est d'environ 0,3. Elle est du même ordre pour le roulis. En revanche, elle est bien plus petite pour le dérapage et le lacet R. Ce que nous disaient les vecteurs propres. Si l'on revient sur le tableau de la slide précédente, pour le mode d'ordre 2, les arguments caractérisent les déphasages du dérapage β, plus ou moins 28 degrés, du lacet R, plus ou moins 120 degrés, et de la vitesse de roulis P, plus ou moins 91 degrés, par rapport à phi, l'angle de gîte, qui a une phase à l'origine nulle. C'est ce que l'on observe sur la figure de droite, où l'on a dilaté l'échelle des temps. L'argument des coordonnées des vecteurs propres, pour les valeurs propres complexes conjuguées, ne permet pas de trancher quant à son signe. Cependant, on comprend que la vitesse de roulis est à peu de choses près la dérivée de l'angle de gîte. Donc il est licite que P soit en avance de π sur 2 sur phi.